C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, la phase pratique de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP a démarré ce lundi 10 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Carole Olaye et Fiak Voitan étaient ce mercredi au lycée Koulibaly. Le point dans ce journal. La visite du directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui aura duré 3 jours au Bénin s'est achevée ce mercredi 12 juillet. Vous suivrez dans cette édition la conférence de presse conjointe animée par Francis Guiri et Aurélien Agbenossi à cet effet. Et puis la pop star américaine Madonna a inauguré mardi à Blantyre en compagnie de ses 4 enfants adoptés au Malawi, un service pédiatrique financé par sa fondation. Vous en saurez davantage dans le développement de cette édition. Merci donc à toutes et à tous de votre fidélité à Eden TV. La phase pratique de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP a démarré ce lundi 10 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Une équipe de la rédaction de Eden TV était au centre de composition au lycée Koulibaly de Cotonou, où les candidats admis à la première phase de cet examen CAP composent dans 8 filières. Occasion pour eux de mettre en pratique les connaissances théoriques reçues tout au long de l'année scolaire 2017. On écoute à présent le chef-centre du lycée Koulibaly de Cotonou qui donne plus de précisions au micro de Carole Olaye et Fiacre Voitan. Le déroulement de la phase pratique de CAP-STI se fait normalement depuis le lundi passé. Jusqu'à présent, nous sommes au 3e jour de déroulement. Tout se passe bien dans le centre. Nous avons 8 spécialités, à savoir OBB, ouvrage dans le bâtiment, mécanique générale, électricité, froid et climatisation, opérateur géomètre, plomberie, revêtement, mécanique auto. Maintenant, le centre de lycée s'étend jusqu'à Pont-de-Haut pour que les examens ne s'étalent pas sur plusieurs semaines. Donc, mais actuellement, c'est que tel que ça se déroule, chaque spécialité, il y a plusieurs groupes qui vont faire la pratique jusqu'au 21 juillet. Mais si un groupe termine dans une spécialité, donc lui, son examen est terminé, il va attendre les résultats. Donc en construction bâtiment, par exemple, nous avons 9 groupes. En électricité, nous avons 8 groupes. En mécanique générale, nous avons 7 groupes. Les derniers candidats finiront le 21. C'est dans la spécialité du CB, construction bâtiment. Le Bénin abrite depuis ce lundi 10 juillet 2017 la 39e session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. C'est au palais des congrès de Cotonou en présence d'un parterre d'enseignants des États membres que le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a lancé officiellement les travaux de la dite section. Reportage Laurent Toneikes et Denis Marouya. La 39e session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur est officiellement lancée ce lundi au Palais des Congrès de Cotonou. Le comité consultatif interafricain du CAMES, à travers les travaux, constitue un cadre commun aux pays membres du CAMES pour la promotion des enseignants et chercheurs. À l'entame de cette séance, une minute d'hommage a été observée en la mémoire du professeur Giro Amoussouga, décédé le 23 juin dernier à Lomé au Togo. Ainsi, les enseignants et chercheurs sont inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître assistant ou chargé de recherche, maître de conférence ou maître de recherche et de professeur titulaire ou directeur de recherche. Les enseignants candidats à cette évaluation sont de plusieurs domaines. Les membres du différent CTS vont procéder à un examen sans complaisance de 1427 dossiers des candidats postulant au grade prévu dans l'architecture académique de notre espace commun. Par CTS, les dossiers sont répartis comme suit. Lettres et sciences humaines, 438 dossiers.
sciences naturelles agronomie, 359 dossiers, médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie et médecine vétérinaire, 242 dossiers, mathématiques, physique, chimie, 183 dossiers, sciences économiques et de gestion, 76 dossiers, sciences et techniques de l'ingénieur, 64 dossiers, sciences juridiques et politiques, 51 dossiers, sciences et techniques des activités physiques et sportives, 14 dossiers. Le CAMES est un espace de convivialité qui se construit depuis près d'un demi-siècle et se consolide sous plusieurs aspects à travers les programmes qu'il met en œuvre. Ces programmes ont pour ambition de faire de l'enseignement supérieur africain une référence, dira donc Marie-Odile Atanasso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Bénin. Je voudrais pouvoir souhaiter qu'à l'issue de nos travaux, nos 19 pays puissent se réjouir d'enregistrer de nouveaux maîtres assistants, maîtres de conférences, professeurs titulaires, ainsi que de nouveaux chargés, maîtres et directeurs de recherche. Si, malgré la rigueur objective souhaitée, le Bénin ramenait un bon score, le pays serait encore plus fier d'avoir accueilli cette session de CCI du CAMES. Les 19 pays de l'espace francophone africain, en signant la convention créant le CAMES, ont senti le besoin d'une mutualisation des expériences en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Cette mutualisation devra avoir une organisation forte et à cet effet, il serait important que le CAMES s'ouvre aux pays anglophones d'Afrique. Et je lance donc un appel pour une plus grande coopération universitaire entre le CAMES et l'Afrique anglophone. J'allais dire l'autre Afrique. En effet, le principe de mutualisation qui a conduit à la création du CAMES nous invite à nous ouvrir à nos autres frères africains. Les universités nigérianes, ghanéennes, sud-africaines, pour ne citer que celles-là, tireraient bien avantage d'une grande coopération et nous-mêmes en serons de grands bénéficiaires. Les travaux de cette 39e session prennent fin le 20 juillet prochain. Depuis quelques semaines, les Béninois vivent une confusion sur la présence ou non du chef de l'État, Patrice Talon, au Bénin. Malgré son apparition dimanche dernier à l'église Notre-Dame de Cotonou, où il a assisté à une messe, certains de nos concitoyens restent incrédules et refusent d'y croire sous prétexte que c'est de la fiction. Qu'est-ce qui explique cet état de choses? Quelques Béninois se prononcent au micro de Cano François Mbérerinto et Fiacre Voitan. Quand la diffamation, les intoxications gagnent le marché de la communication, la population est libre de croire aux informations relayées ou pas. Il faut comprendre que le contexte qui justifie la prise de service, l'investiture du président Patrice Talon, est un contexte où dès le lendemain des élections, la situation socio-politique et économique a commencé par ne pas aller comme les gens souhaitaient. Mieux, on a formé des gens dans la ville, dans tout le pays, qui sont des turiférés du mensonge. Alors ce chef d'État, c'est vrai. Ce qui fait le fort du président Patrice Talon, c'est qu'il aime être discret. Peut-être beaucoup ne le connaissent que par l'affaire d'empoisonnement, mais certains ont eu la chance de le côtoyer et de savoir qu'il est d'une simplicité exemplaire, en homme. Et il n'aime pas faire du bruit autour de lui pour faire ce qu'il veut faire. Et un chef d'État, quand il ne se sent pas bien, c'est vrai, il est du devoir de la cellule de communication de la présidence d'informer. Mais il est aussi loisible d'informer ou pas. L'essentiel, c'est que le président se porte bien. Les Béninois ont pleinement raison. Ils ont raison parce que nous avons aujourd'hui affaire avec un gouvernement, avec des autorités qui ne disent pas la vérité. Je dis bien qui ne disent pas la vérité. Maintenant, si les gens ne croient pas, oui, même moi je ne croyais pas. Quand on m'avait informé que le chef d'État est rentré, qu'il est à l'église, je ne croyais pas. Jusqu'au point où j'ai été obligé d'envoyer le message à un journaliste qui m'a confirmé. Oui, j'ai eu la confirmation. Mais jusqu'à présent, je ne crois pas parce que je veux le voir.
je veux le voir. Nous avons vu des présidents passer. Nous sommes dans un pays aujourd'hui où les dirigeants nous mentent. Il n'y a plus de communication. Aujourd'hui, c'est la communication tue. Ils disent pas la vie. Ils sont en train de tuer la communication. Donc, leurs propos sont versatiles. L'autre vient, il dit autre chose. L'autre vient, il contredit. Comme ça, on ne peut pas croire. Mais quand on dit que Talon a disparu de toutes les actions, et qu'il est invisible, il est introuvable, ça donne de crainte. Mais quand on dit Talon est à l'extérieur, on ne sait pas ça, la destination de son voyage aussi, c'est dangereux. Pourquoi dans un gouvernement il y a le ministre des Affaires étrangères? C'est-à-dire pour en parler du budget et du revenu du chef de l'État en dehors du pays. C'est ça. Mais il s'est fait que c'est le gouvernement même qui est venu mettre les Béninois en confusion. Comment? Les réseaux sociaux critiquaient que l'état de santé de Talon ne va pas. C'est sur les réseaux que ça se vilipendait. Le gouvernement allait préparer une communication très bonne pour mettre tout le peuple à l'aise sur l'état de santé, sur la lutte. C'est quoi? Vous croyez que les Béninois veulent la mort de Talon? Je n'y pense pas. Et Talon ne peut jamais en penser que les Béninois veulent sa mort. Il peut avoir un caractère néfaste qui n'arrange soit. Lui il a dit qu'il veut prendre la reine du pays, qu'il veut diriger le pays et qu'il va sévir dans beaucoup de choses. Les Béninois peuvent le voir mal sur sa manière de sévir. Mais le Béninois applaudira demain, dans l'avenir, si les actes de sévir qu'il a dit ont apporté un plus au développement de notre pays. Francis Guiri, directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, est en visite de travail au Bénin depuis ce lundi 10 juillet. Cette visite vise à intensifier les relations entre notre pays et l'OMPI et qui a toujours soutenu le Bénin dans plusieurs activités et programmes de coopération. Au cours de son séjour qui s'est achevé ce mercredi 12 juillet, Francis Guiri a eu des séances d'échange avec divers acteurs de la propriété intellectuelle. À l'occasion de cette visite, une conférence de presse a été animée au ministère des Affaires étrangères par le ministre Aurélien Agbenossi et Francis Guiri, directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Suivons ici un extrait de leurs propos au micro de Kano Ngbede et Fréjus Fiossi. Je voulais dire que dans le cadre de notre programme d'action, il y a plusieurs avenues pour lesquelles la coopération avec votre institution est nécessaire, indispensable et utile. Je voudrais citer toute l'importance que le président, dans le cadre des programmes, des projets phares, accorde à notre Cité internationale de l'innovation et du savoir. Il y a besoin d'élaborer une stratégie pour soutenir cette structure. Tout à l'heure, j'échangeais avec vous pour vous dire que une des choses que nous pouvions souhaiter obtenir et faire avec l'OMPI, c'est le réseautage, c'est profiter du savoir-faire qui a été accumulé depuis plusieurs années par l'OMPI. Vous avez visité beaucoup de pays où existent des cités de l'innovation. Vous avez visité plusieurs pays où existent des équivalents de Silicon Valley, des centres pour des startups. Et je pense que pour nous éviter des erreurs, pour faire en sorte que nous ayons le produit le plus adapté, que nous puissions atteindre en efficacité ce que nous faisons, il serait important que nous puissions bénéficier de vos avis, de votre accompagnement technique, mais aussi des conseils, tant il est vrai que les agences des Nations Unies, qui ne sont pas des agences de financement, sont surtout des agences de conseil. Bien sûr que de temps en temps, il y a des ressources catalytiques pour accompagner des stratégies lorsqu'elles arrivent à mobiliser ces ressources. Mais c'est tout cela que nous souhaitons pouvoir faire avec vous pour que notre programme d'action puisse se mettre en œuvre avec efficacité. Je pense que la propriété intellectuelle, c'est peut-être parfois un champ, un domaine assez abstrait, mais la propriété intellectuelle a une contribution à chaque activité économique et à chaque stade de développement. Alors que ce soit la présentation des biens dans le commerce, que ce soit le renommé des produits agricoles,
et que ce soit la technologie, le fonctionnement, je pense que la propriété intellectuelle a une contribution à faire. Et dans ce sens, nous sommes extrêmement contents et nous le considérons comme un privilège de porter une contribution modeste au plan national du développement 2016-2021 de Monsieur Son Excellence le Président, ainsi que de soutenir la mise en œuvre de la stratégie nationale dont vous avez parlé, Monsieur le Ministre. Tour sur la célébration ce mardi de la Journée mondiale de la population, thème choisi cette année, planification familiale, donner aux populations la capacité d'agir, contribuer au développement du pays. Au Bénin, c'est la commune de Zé, dans le département de l'Atlantique, qui a été retenue pour la dite célébration officielle de cette journée. À cet effet, les maires des communes de l'Atlantique ou leurs représentants, têtes couronnées et populations, se sont réunis pour réfléchir sur l'importance d'une telle journée qui vise le mieux-être des populations. Carole Olaye, Fouejus Fiossi. Planification familiale, autonomisation des peuples, développement des nations. C'est le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale de la population ce 11 juillet 2017. Commémorée dans la commune de Zé pour le compte des départements de l'Atlantique et du littoral, cette journée a été l'occasion pour les autorités à divers niveaux de sensibiliser les populations de la localité sur l'importance de la planification familiale, devenue aujourd'hui un réel vecteur de développement. Un meilleur accès à des méthodes de contraception sans danger et abordable est indispensable à la réalisation des objectifs de développement durable. Je voudrais, enfin, vous exhorter à poursuivre les réflexions sur le thème de la journée, tout en attirant votre attention sur l'importance de l'espacement des naissances, pour la conscientisation des différentes couches de la population. 14 millions de filles en Afrique donnent naissance à un enfant avant l'âge adulte. En Afrique subsaharienne, plus précisément, on compte 120 naissances pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans. Des statistiques du Fonds des Nations Unies pour la population qui démontrent l'importance du choix du thème de cette 28e journée mondiale de la population qui reflète ce phénomène qui concerne également les jeunes filles et femmes béninoises. Au Bénin, selon les résultats de l'enquête démographique et de santé EDSB 3, 13,12% des filles ont déjà eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans. Toujours selon la même enquête, on note une fécondité trop précoce chez les adolescentes. En effet, 22% des adolescentes de 15 à 19 ans ont une vie féconde active et 17% ont déjà eu au moins un enfant. Cette statistique inquiétante nous interpelle. La Journée mondiale de la population a été instaurée par l'Organisation des Nations Unies en 1990. En 28 années d'édition, elle est pourtant loin d'avoir atteint les objectifs attendus malgré des avancées bien réelles. La pop star américaine, je vous l'annonçais en titre, Madonna, a inauguré mardi à Blantyre en compagnie de ses 4 enfants, adoptés au Malawi, un service pédiatrique financé par sa fondation. L'unité pédiatrique Merci James, du nom de l'une des filles adoptées par la chanteuse, compte 3 salles d'opération et 50 lits. Il s'agit du premier service pédiatrique au Malawi, petit État pauvre d'Afrique australe. Il permet de doubler la capacité d'accueil des enfants malades à l'hôpital Queen Elizabeth de Blantyre, la deuxième ville du pays. L'unité pédiatrique Merci James a été financée par des bienfaiteurs dont l'acteur américain Leonardo DiCaprio. Ces murs sont égayés de portraits de 2 héros de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, Nelson Mandela et l'archevêque Desmond Tutu. Madonna se rend régulièrement au Malawi où elle a créé en 2006 la fondation Résine Malawi, destinée à venir en aide aux orphelins de ce pays.
Près d'un an après la législation de l'usage, la légalisation, j'allais dire, de l'usage thérapeutique du cannabis en Australie, le pays commence à développer son industrie estimée à 65 millions d'euros. Mais les patients rencontrent encore des difficultés à se faire prescrire le traitement. Reportage. Des plants de cannabis cultivés dans un lieu tenu secret. Mais rien d'illégal ici. Ces jeunes pousses sont l'avenir de l'industrie australienne du cannabis. Le pays en a légalisé l'utilisation thérapeutique en 2016. Ces plantes, approuvées par le gouvernement, seront clonées pour approvisionner le pays. Nous assistons au début de l'industrie. Nous vivons des moments passionnants, mais nous mettons en place toutes les conditions pour permettre aux patients d'accéder au cannabis thérapeutique le plus vite possible. Seuls des produits importés sont disponibles pour le moment en Australie. Bureaucratie, réglementation disparate, le nombre de patients reste faible et les médecins hésitent encore à prescrire. La petite Ariel Harding souffre d'épilepsie. Elle en a eu jusqu'à 100 crises par jour. Désespérés, ses parents ont essayé un dérivé du cannabis en petite dose. Le traitement a considérablement amélioré la condition de la fillette de 5 ans. Je ne pense pas qu'on ait vraiment trouvé la bonne combinaison, mais c'est très difficile d'y arriver quand on ne peut rien se faire prescrire. Aucun médecin ne peut vraiment nous dire ce qu'il faut faire, ce qui va marcher ou qu'est-ce qui sera plus utile qu'autre chose. C'est pour ça que la situation est difficile. Une situation compliquée par l'image des drogues illicites qui collent au cannabis. Oui, nous pouvons dire que c'est essentiellement sûr. Il y a des effets secondaires, personne ne veut aller au travail sous l'influence du cannabis, mais c'est ça la subtilité de la plante. Il est important de se rendre compte qu'on peut profiter des bienfaits thérapeutiques des cannabinoïdes sans être forcément sous l'influence du THC. Une douzaine de licences ont été délivrées depuis le feu vert l'an dernier, permettant la culture, la recherche et la production de cannabis à des fins thérapeutiques. Le marché intérieur australien est estimé à 65 millions d'euros. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition et nous vous remercions de l'avoir suivi. Ne ratez surtout pas votre émission demain, matin d'Éden, à partir de 9h avec toute l'équipe de production et de réalisation. Bonne suite de nos programmes et bonsoir.